Alors, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejointes. On va commencer la formation, enfin le webinaire dans 2 minutes à peu près. Alors, bonjour à François, Mohamedou et Rémi. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. On attend une grosse vingtaine de personnes, donc on va commencer dans quelques minutes. Bonjour Runa. On va commencer dans quelques minutes. Alors, bonjour à Monsieur Moineau, bonjour à Olivier. On commence dans quelques minutes. On attend encore une dizaine de personnes qui devraient arriver. Bonjour Vincent. Allez, on attend encore 1 minute et on va commencer. Tant pis pour les retardataires. Nous prendrons le train en marche. Il faut récompenser les présents.
Bonjour Mehdi, bienvenue. Bien, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de la formation ERM 2021. Donc, je suis Stéphane Loisel, je suis le responsable pédagogique, le directeur de la formation. Avec moi aujourd'hui, Sophie Décupert d'Apicil, qui a suivi la formation en 2017. Et puis Bonjour. Alexandre, bonjour. Et puis Alexandra Glémé de l'IRM. Et bonjour à tout le monde. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La formation, elle a pour terrain, pour sujet, l'Enterprise Risk Management. Qu'est-ce que c'est que l'ERM? Ben, ça dépend évidemment des définitions qu'on choisit. Un mélange des définitions des associations actuarielles, de réassureurs comme l'ASCOR ou de Wikipédia, ça serait de dire que l'ERM, c'est une discipline ou un processus ou un ensemble de capacités et techniques par lesquelles une entité, dans n'importe quelle industrie, eh bien, elle va pouvoir, à partir de ses objectifs stratégiques, identifier les circonstances et les risques qui pourraient l'empêcher ou favoriser l'atteinte de ces objectifs stratégiques, chercher à les quantifier avec modélisation ou pas, selon qu'on a une approche quali ou quanti, et puis ensuite implémenter des stratégies intégrées, donc à l'échelle globale, et non pas en silo comme on peut le faire peut-être en gestion des risques plus traditionnels, à l'échelle de l'entreprise, afin de faire quoi? De créer de la valeur ou de réaliser, protéger cette valeur, ou encore dans certains cas de maximiser la valeur, si on reprend les propos de certaines entreprises. Donc la formation actuaire ERM, elle a pris sa source en 2009, sous l'impulsion de Thomas Béard et d'un actuaire australien, Fred Rowley, qui a obtenu l'accréditation CERA pour 14 associations actuarielles internationales qui ont partagé avec la Society of Actuaries, donc un des instituts actuariels américains, eh bien, la marque CERA, qui veut dire en France Certified Enterprise Risk Analyst. Dans d'autres pays, ça peut vouloir dire Chartered Enterprise Risk Actuary ou des petites variations. Donc, la formation, elle donne à la fois accès à un certificat national de l'Institut des actuaires et également à cette accréditation internationale CERA, du moment qu'on réussit évidemment les examens. Alors, cette formation commençait en 2009. Il y a eu une promo tous les ans. Elle regroupe à peu près entre 15 et 25 actuaires pour la plupart, qui ont au moins 5 ans d'expérience. Mais on a régulièrement dans la promo des gens de tout nombre d'années d'expérience. Et puis, elle est ouverte également à quelques personnes qui ne seraient pas actuaires, mais qui disposent d'un socle de connaissances suffisant pour pouvoir aborder la formation. Cette formation, elle a évidemment évolué au cours du temps. Dans les premières années, Solvabilité 2 était vraiment le terrain privilégié de la formation, puisque c'était une réglementation en devenir. Maintenant, je dirais que la formation a évolué vers un ERM qui va au-delà de Solvabilité 2, et elle s'est ouverte également à un certain nombre de risques émergents, et on se focalise de plus en plus sur rapprocher les points de vue quantitatifs et qualitatifs, qu'on peut parfois opposer avec des méthodes très qualitatives qui peuvent aller d'outils comme les mesures de risque, l'allocation de capital économique, à des approches très qualitatives comme la cartographie des risques de conformité. Et donc, on va essayer d'avoir une approche non pas séparée pour ces deux items, mais une approche intégrée qui correspond à la philosophie de l'ERM. Donc, on va chercher en permanence, avec nos intervenants, à rapprocher les points de vue qualitatifs et quantitatifs. Alors, je vais juste dire un mot du club ERM également. Le club ERM, c'est le club des anciens.
et un club ouvert dans lequel on retrouve aussi toutes les personnes qui sont intéressées par l'ERM. Donc, c'est un club qui compte plus d'une centaine de membres et qui organise notamment une journée ainsi que des midis du club ERM chaque année. Donc, dans les midis du club ERM, il y a la présentation des anciens mémoires, puisque vous verrez tout à l'heure que la formation est sanctionnée par un mémoire. Et lors de la journée du club ERM, eh bien, il y a des exposés et des discussions sur un ou deux thèmes qui sont définis par les anciens. Et puis, le club vise aussi à chercher à promouvoir tout ce qui est fait dans le cadre de la formation et dans le cadre des anciens, avec notamment parfois la rédaction de white paper ou de positions. Alors, la formation, elle consiste en 50 sessions de 3 heures qui ont lieu sur Paris, dans les locaux de l'IRM à côté de la Madeleine, lorsqu'elle se déroule en présentiel, puisque cette année, avec la Covid, malheureusement, nous avons dû faire certaines séances en distanciel. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de l'Institut des actuaires. Et demain, j'ai une séance qui va se dérouler en présentiel, en demi-groupe, puisqu'il y a des restrictions de capacité de salle. Mais on essaye de privilégier, dans le contexte actuel, autant que faire se peut, le présentiel chaque fois que c'est possible. Et puis, on n'hésite pas à passer en distanciel ou en hybride chaque fois que c'est nécessaire. Et donc là, par exemple, demain, on a une personne qui normalement a une rhinopharyngite, mais qui doit quand même faire un test. Cette personne pourra suivre le cours de la même manière que vous suivez aujourd'hui ce webinaire et interagir avec la promo. Donc, 50 sessions de 3 heures sur Paris, de janvier à novembre, sauf le mois d'août. C'est un jeudi, un vendredi et un samedi matin qui se suivent par mois. Il y a aussi 2 séminaires professionnels, une journée à Deauville, qui est commune avec le SACI, le syndicat des actuaires conseils et des experts indépendants, et puis une journée qui est commune avec le club ERM et qui coïncide en général avec la remise des diplômes. La formation, elle est organisée en 7 modules que nous allons voir tout à l'heure. Chaque module correspond à peu près à 5 ou 10 sessions, c'est-à-dire à 15 ou 30 heures de formation, mais ils ne correspondent pas de manière bijective à ces sessions, puisqu'on va au contraire éviter cette vision en silo et qu'on va avoir certaines sessions qui vont certes se focaliser sur un objectif pédagogique et un module bien précis, mais on va avoir d'autres formations qui vont, elles, correspondre à un mélange de 2 ou 3 modules afin de donner notamment un feedback d'un Chief Risk Officer ou d'un Risk Manager. Donc, il y a de fréquentes séances transversales qui permettent d'avoir un vrai recul sur ce qui se fait dans la profession et sur comment implémenter certaines notions dans la pratique. Alors, le contenu de la formation en termes de modules, il est basé sur le Core Syllabus SERA international, adapté évidemment au contexte français et à la formation initiale d'actuariat, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été vues. Donc, on commence dans ce Core Syllabus par le concept et le cadre de l'ERM. Ensuite, on parle du processus ERM. On voit ensuite comment identifier les risques et les regrouper en catégories. C'est ce qu'on appelle aussi la taxonomie des risques. Ensuite, on parle de comment les modéliser et les agréger, puisque qui dit vision globale dit qu'il va falloir modéliser ensemble plusieurs risques, voire un très grand nombre de risques. Donc, on va parler, entre autres, des corrélations entre les risques, qui est un des sujets les plus techniques de la formation. Ensuite, on va mesurer le risque ou les risques ensemble à l'aide d'outils très quantitatifs comme certaines mesures de risque. Vous connaissez la value at risk, la telle value at risk à cause de Solvabilité 2 ou du Swiss Solvency Test. On va aussi mesurer le risque avec des scénarios, voir comment c'est fait en pratique dans l'ORSA et à d'autres moments de la gestion des risques. Et puis également parler de la cartographie des risques ou des cartographies des risques et comment est-ce qu'elle se décline, soit à l'échelle d'une entreprise, soit à l'échelle d'un projet.
On va parler également des stratégies de gestion de risque qui vont permettre d'atténuer ou de gérer le risque. Évidemment, on ne va pas revenir dans le détail de tous les produits dérivés financiers et faire un cours de finance mathématique avec du calcul d'ITO, mais on va parler des solutions innovantes de transfert de risque, par exemple la titrisation des risques, le fait de transférer les risques vers les marchés financiers, ou d'autres solutions qui ont vu le jour récemment. Et puis, la dernière partie est consacrée au capital économique et à l'allocation du capital économique. Les intervenants sont des chief risk officers de compagnies d'assurance et de banques ou des risk managers d'autres industries. On a par exemple Françoise Gaucher qui est risk manager du groupe La Poste, des académiques comme moi, des régulateurs et puis des actuaires et d'autres intervenants spécialistes des sujets que l'on souhaite aborder. Alors, la pédagogie et les prérequis. Tout d'abord, en termes de prérequis, ils correspondent peu ou prou à la formation d'actuaire. Si jamais vous n'êtes pas actuaire, vous pouvez poser la question tout à l'heure dans le chat. Même si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions dans le chat. On y répondra tout à l'heure. Et donc, au niveau de la pédagogie, on va retrouver des présentations classiques, des études de cas, des retours d'expérience, et puis quelques exercices en petits groupes, soit des ateliers pour justement résoudre les études de cas ou se pencher sur des sujets qui sont un petit peu plus techniques et qui méritent une approche en petits groupes, soit des exercices de communication sur les risques en petits groupes, puisqu'un bon chief risk officer, c'est avant tout quelqu'un qui va bien communiquer sur les risques. Et donc, ça s'apprend et ça fait partie intégrante de la formation. Au niveau des prérequis, pour les personnes qui auraient peur d'être un peu rouillées et qui se disent « Ah là là, mais je n'ai pas suivi de formation depuis 20 ans ou ça fait maintenant 20-25 ans que je suis actuaire. Est-ce que je ne vais pas être rouillé sur les aspects les plus techniques ?» Eh bien non, pas de panique. On fait ça chaque année. Donc, il y a une petite séance de rappel en début de formation de manière à ne pas avoir à reprendre toute une série de concepts qui ne vont pas forcément vous être les plus utiles, mais à cibler ce qui va être nécessaire pour bien comprendre le contenu de la formation, dans lequel on ne se perd pas. Dans cette formation, on ne se perd pas dans les détails techniques et on ne cherche pas à faire des calculs pour les calculs, mais par contre, on ne va pas sacrifier la difficulté technique quand il faut la regarder, puisque un chief risk officer doit être capable d'aller regarder quelque chose, même si c'est technique, surtout dans une compagnie d'assurance ou une banque. En octobre, une séance de révision vous permet de vous préparer pour l'examen et puis de choisir un petit peu les thématiques qui, pour le groupe d'élèves, ont posé le plus de problèmes et sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne. Alors, ça nous amène au contrôle des connaissances. Il a lieu en novembre avec 2 examens. Un examen écrit qui dure 4 heures le vendredi, qui est précédé le jeudi de la soutenance d'un mémoire ERM, seul ou en binôme. Alors, ce mémoire, contrairement au mémoire d'actuariat qui peut faire 80-100 pages, c'est un mémoire court. Il faut qu'il puisse être lu rapidement par les membres du jury. Et donc, il est limité à 12 pages pour les personnes qui soutiennent seules et à 20 pages pour les personnes qui soutiennent en binôme, comme ça a été le cas pour Sophie. Elle pourra vous en parler tout à l'heure. Le jury est composé d'un ou une chief risk officer, d'un ou une personne du monde académique, un ou une ancienne de la formation qui a obtenu le titre CERA, et puis d'un actuaire. Le mémoire porte sur une étude de cas réel. Le sujet, il est choisi par les participants. Évidemment, lorsqu'on a 2 participants qui s'allient pour choisir un sujet de mémoire, eh bien, on choisit un sujet de mémoire dans lequel les 2 puissent participer, même s'ils ne sont pas dans la même entreprise, ce qui est le cas le plus fréquent. Voilà, vous avez ici les modalités d'inscription. La certification est éligible au CPF et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2020.
Si vous avez besoin de renseignements, le contact privilégié, c'est Stéphanie Royer. Vous avez ici son adresse mail et son numéro de téléphone qui s'affiche. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant inviter Sophie à nous parler de son expérience en tant qu'ancienne élève de cette formation, membre de la promotion 2017. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Sophie à l'appareil. Merci Stéphane donc, de m'avoir conviée à ce webinaire. Donc, pour vous faire un petit retour d'expérience, alors déjà en termes de parcours, synthétiser un petit peu mon parcours pour pouvoir repositionner cette formation. Donc, je suis actuaire diplômée donc, de l'ENSAE. J'ai commencé à travailler donc 6 ans dans le conseil en actuariat chez Miniman. Où là, j'ai eu l'occasion notamment de travailler sur tout ce qui touche à Solvabilité 2 et à la mise en place des modèles internes dans les compagnies d'assurance. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans au sein du groupe donc, Crédit Agricole Assurance sur les aspects fonctions actuarielles, donc à la fois pour le groupe et à la fois pour une entité en particulier, donc l'entité La Médicale. Puis, j'ai eu l'opportunité, donc il y a 1 an et demi, de rejoindre le groupe Apicil en tant que directrice de la performance, où je suis donc en charge des activités, contrôle de gestion, pilotage et fonctions actuarielles du groupe Apicil et de ses entités. Et donc, la formation ERM est intervenue donc, quand j'étais au sein du groupe Crédit Agricole, donc en 2017. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Stéphane tout à l'heure. Alors, moi, j'avais eu l'occasion donc, de beaucoup travailler sur tous les aspects quantitatifs. Et donc, j'avais l'envie et le souhait d'élargir un petit peu cette vision, de gagner en maturité, de compléter cette vision quantitative d'une vision plus qualitative et donc d'avoir une vision plus globale, à la fois plus globale et plus opérationnelle aussi de la gestion des risques en entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette formation, dans une logique également d'ajouter on va dire une corde à mon arc et à mon CV pour me permettre d'ouvrir des portes et d'avoir des opportunités dans le monde de l'actuariat. Donc cette formation m'a beaucoup apporté. Alors ce que j'ai préféré, c'était notamment tous les retours d'expérience des CRO. Donc j'ai trouvé que c'était très enrichissant, tous ces éléments-là. Ça m'a beaucoup appris. Il y a aussi donc toute la composante mémoire. Donc il y a vraiment les cours, c'est un aspect, et il y a vraiment le mémoire donc que vous faites en. Alors moi je l'ai fait en binôme, mais c'est ce que je préconise puisque je pense que c'est le plus constructif, mais effectivement, vous avez la liberté de le faire seul si vous préférez. Le mémoire, on le commence, alors je crois qu'il y a au bout de 2 mois après le début de la formation, et c'est vraiment une trame pendant tout le long de la formation donc pour réaliser ce mémoire. Et c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié. Donc, j'ai travaillé avec Samir Ridji, donc, qui était à l'époque chez Clésia. Et donc, on a pu mettre en place une approche ERM dans un cadre opérationnel qui répondait à une problématique. Donc, le sujet, c'était les mécanismes de solidarité financière au sein d'un groupe prudentiel non capitalistique. Voilà pour vous faire un petit débrief. Après, alors à quoi ça sert le RM? Bon, le RM, ça peut servir quotidiennement. Là, moi, c'est vrai que je ne suis pas sur un poste typé risque où j'utilise on va dire quotidiennement ce type d'approche, mais on voit typiquement dans un contexte comme celui de la crise sanitaire, où là on a été amené toutes les équipes du pôle chip chez Apicil, donc les équipes risque, direction technique, direction de la performance, etc., à mettre en place finalement une approche, je dirais, full ERM, où on a commencé donc par identifier l'ensemble des risques auxquels on était exposé avec cette crise, donc des risques sanitaires, et puis qui, par ricochet, deviennent, comme vous le savez, des risques économiques et financiers. On a mis en place un certain nombre de scénarios de crise plus ou moins intenses. On a été amené donc, à évaluer ces scénarios donc, dans le cadre de nouveaux business plans et puis également dans une logique Orsa. Et puis de suivre, je dirais, quotidiennement la réalisation de ces différents risques afin de pouvoir mettre en place les bonnes management actions et permettre ainsi de maîtriser du mieux qu'on peut ce type de risque. Donc ça, c'était pour donner un exemple de mise en place.
Voilà un petit peu. Ce qui est aussi intéressant, peut-être juste un point que je voulais mentionner, dans cette formation, on aborde à la fois les sujets vie, les sujets non-vie, les sujets prévoyance. Donc, alors moi, c'est des sujets que j'avais eu l'occasion de traiter auparavant, mais je sais que j'ai certains collègues de formation qui avaient par exemple fait que de la non-vie. Donc, ils ont aussi beaucoup apprécié d'avoir on va dire, une bonne culture générale sur les aspects vie ou inversement. Et voilà, globalement, on a tous vraiment apprécié cette formation, y compris sur les aspects réseau. Donc, c'est vrai qu'on est amené à rencontrer via cette formation des personnes donc, qui travaillent voilà, sur des sujets différents, dans des groupes différents, et d'élargir un petit peu son réseau au-delà du réseau de notre entreprise et du réseau de notre formation initiale d'actuaire. Donc ça, c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup enrichi, le fait de pouvoir partager sur un certain nombre de sujets. Voilà un petit peu, et puis on se tient disponible pour répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup Sophie. Alors, je vois déjà 2 questions sur le chat. Donc, une question de Ouna qui demande quels sont les critères de sélection pour une personne non actuaire. Alors, Ouna, les critères, je les ai un peu mentionnés informellement tout à l'heure. Grosso modo, le critère, c'est d'être capable de suivre la formation. Donc, ça veut dire avoir des bases actuarielles suffisantes, mais il n'est pas nécessaire pour suivre la formation à proprement parler d'être actuaire, membre de l'Institut des actuaires. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement, vous pouvez m'envoyer un CV. Hein, je vous redonne mon adresse mail si vous le souhaitez. Hop, voilà, j'ai mis mon adresse mail dans le chat. Vous pouvez m'envoyer votre CV et puis ensuite, je vous appellerai et puis je pourrai vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et si jamais on voit qu'il vous manque encore quelques petits prérequis pour suivre la formation, je pourrais aussi vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver une espèce de préformation qui vous permettrait de combler certains manques pour pouvoir suivre la formation dans de bonnes conditions. Alors, une autre question de François. Une formation de rien, Ouna, une formation 100% en ligne est-elle envisageable pour une personne travaillant à l'étranger? Alors, ça aurait été impossible il y a 2 ans et maintenant, il a bien fallu s'organiser. Donc, je ne peux pas répondre aujourd'hui formellement que c'est possible, mais je peux répondre que c'est très, très probablement possible puisqu'on est en train de travailler là-dessus avec Laurent Griveau, le directeur de l'Institut des actuaires. Et on est en train d'envisager de rendre la formation hybride. Alors, comprenez-moi bien, hein, bien sûr, il est beaucoup, beaucoup mieux de venir suivre les cours en présentiel. Donc, il ne faut surtout pas se dire « Ah ben génial, j'aurai la possibilité de venir à la formation, mais finalement, je vais rester chez moi tranquille et je vais suivre la formation depuis chez moi. » Bon, ça serait un très mauvais calcul parce que je pense que Sophie pourra le confirmer. Une des richesses de la formation, c'est aussi les échanges qu'on peut voir entre les participants. Et c'est vraiment une aventure conjointe qui est vécue comme telle. Donc évidemment, il est vraiment souhaitable de suivre, préférable de suivre la formation en présentiel. Néanmoins, pour une personne qui travaille à l'étranger comme François, eh bien, on est en train de se doter des moyens qui vont permettre de délivrer cette formation 100% en ligne pour les personnes qui travaillent à l'étranger. Tout à fait. Donc, grosso modo, ça va marcher avec le même type de webcam que celle que j'utilise actuellement. Et là, vous ne pouvez pas le voir parce que je n'ai pas de tableau derrière moi. Mais moi, je suis aussi professeur à l'ISFA à Lyon. Et pendant une semaine, là, on avait des cas de Covid et des cas contacts, donc on a dû passer en distanciel. Et avec cette même caméra, je filme le tableau en entier et je peux écrire à la craie au tableau. Les élèves lisent parfaitement ce qui est écrit. Donc, on compte faire ça
avoir un système qui permette aux personnes travaillant à l'étranger qui souhaiteraient suivre la formation et qui ne l'auraient pas envisagé auparavant, eh bien, de pouvoir le faire en voyant à la fois les slides, la présentation de la personne, donc, la personne physiquement et le tableau ou le flip chart dans la salle de conférence. Et également d'interagir avec la salle en pouvant poser des questions à tout moment, ce qui est possible au vu des effectifs, hein, puisque je vous ai dit qu'on a une vingtaine de participants en général par promo. Donc, si on a 2-3 personnes qui sont à distance, c'est tout à fait possible. Donc, François, par rapport à ça, je vous propose là aussi de me recontacter, de recontacter Alexandra dans quelques jours. Et d'ici là, on aura finalisé une position avec Laurent et on pourra vous répondre de façon plus définitive. Alors, une question de Rémi qui demande « La certification CERA est-elle automatiquement acquise lors de la validation de la formation ERM ou bien y a-t-il d'autres modules à valider en supplément ?» Donc, la réponse est oui, la certification CERA est automatiquement acquise dès l'instant qu'on satisfait aux exigences du contrôle de connaissances. Donc, il faut avoir 12 de moyenne et pas moins de 10 à aucune des deux épreuves. Une question de rien, Rémi. Une question de Mehdi. Mehdi demande, pour l'élaboration du mémoire, les élèves seront-ils suivis par un référent ou tuteur pédagogique de la formation? Donc Mehdi, oui, effectivement, on a mis en place depuis plusieurs années un tutorat et donc d'anciens de la formation, comme Sophie le fait ou pourrait le faire. Je ne sais plus, Sophie, si tu le fais déjà ou pas. Non, pas encore. Mais pourquoi pas. Pas encore. Mais donc, certains anciens jouent le rôle de mentor ou de tuteur. Et donc, chaque binôme ou chaque personne qui suit un mémoire est suivie par un tuteur ou une tutrice. Donc, ce qui permet, c'est pas, évidemment, il ne faut pas prendre ça comme une garantie d'avoir à la fin la soutenance de valider, mais c'est une grande aide pour essayer de savoir est-ce qu'il y a assez de RM dans mon mémoire, est-ce que je suis sur la bonne piste, est-ce que si je présente les choses comme ça, je ne fais pas fausse route. Grosso modo, c'est à ça que va servir le tuteur. De rien, Mehdi. Alors, on passe à la question de M. Moineau. N'est-il pas délicat de réaliser un mémoire en binôme pour deux personnes ne travaillant pas dans la même entreprise? D'un point de vue confidentialité, dès lors que l'on va parler de cas réels touchant à la stratégie ou les risques d'une entreprise. Alors, bien sûr que c'est un exercice qui demande de faire attention, mais c'est faisable. C'est ce qui, donc là, je laisserai Sophie compléter après ma première réponse. La plupart des couples ou des binômes qui soutiennent ensemble travaillent dans des entreprises différentes. Et donc, à part dans des cas particuliers, comme on a eu des élèves de l'ACPR, donc là, effectivement, faire un binôme ACPR-entreprise, je crois que les deux institutions n'étaient pas forcément très chaudes, mais on a souvent des binômes avec quelqu'un qui travaille dans un cabinet de conseil et quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Il faut penser que même si la matière est très liée effectivement aux risques et donc aux objectifs stratégiques de l'entreprise, il est nécessaire pour le mémoire d'en livrer une version non confidentielle. Donc, il va y avoir une version confidentielle potentiellement qui va être soutenue, mais il faut être capable de faire une version non confidentielle du mémoire, ce qu'ont fait les 200 personnes qui ont suivi la formation et qui l'ont validée. Et donc, pour moi, c'est bien sûr un sujet d'attention lors du choix du sujet. Il va falloir choisir le sujet de manière pertinente, mais c'est tout à fait faisable, ce n'est pas un obstacle. Mais c'est vrai qu'il faut y faire attention. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux…
Oui, non, mais je rejoins ce que tu dis. Nous, c'est vrai qu'au début, on s'était un peu tous posé la question, mais finalement, ça n'avait pas posé trop de difficultés. Après, bon, on fait quand même attention à tout ce qui est accessibilité aux données, etc. Mais bon, ça avait pas été un problème. Juste pour avoir en tête, nous, par exemple, on avait traité un cas qui répondait à l'une des problématiques de Clésia, mais pour autant, on n'avait pas besoin d'aller exploiter, par exemple, énormément de chiffres qui seraient confidentiels. On s'était plutôt appuyé, je crois d'ailleurs, sur des données un peu fictives pour mettre la valeur ajoutée. C'était vraiment la mise en place d'une démarche ERM qui pouvait servir, en l'occurrence à Clésia, mais aussi à d'autres entreprises. Et c'était pas sur un côté très spécifique, très chiffré. Bon, donc non, pas trop de problème de ce point de vue-là. Par contre, après, il faut trouver le bon binôme, effectivement, pour que la problématique intéresse les deux personnes du binôme. Si possible, répondre à l'une des problématiques de l'une des entreprises. Euh, voilà, c'est plus ça, mais pas de problème particulier. Ok, de rien. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Nous sommes là pour ça. Alors, j'avais une question en privé. Je ne vais pas dire qui me l'a posée. C'est une question sur le taux d'échec dans la formation. Donc, c'est une question qui revient souvent. Donc, la plupart des participants réussissent. Il y a toujours, dans chaque formation, sur une vingtaine de participants, il y a en moyenne un ou deux échecs de temps en temps. Et souvent, c'est des personnes qui n'ont pas eu le temps, malheureusement, de travailler correctement. Et en particulier, des personnes qui parfois font face à des problèmes personnels. Je pense à une personne qui a eu son enfant qui a été emprisonné, une autre personne qui a eu des problèmes de santé assez lourds. Donc, il est possible aussi de rater la formation pour d'autres raisons. L'autre raison qui peut faire rater la formation, c'est le fait de ne pas suffisamment être ouvert d'esprit. Si jamais, lors de la soutenance du mémoire, on reste campé sur ses positions, là, dans ce cas-là, ça peut poser problème. Mais du moment qu'on est curieux, ouvert d'esprit et qu'on travaille sérieusement, on a de très bonnes chances de réussir l'examen. Après, c'est juste pour compléter, c'est important aussi quand même de bien, entre guillemets, bien choisir son binôme pour le mémoire et voilà, être avec quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, avec qui on a des affinités dans le travail. Puisque dans mon cas, on avait eu un exemple d'un binôme où finalement, dès le début, le binôme ne fonctionnait pas et donc ça avait posé une problématique en fait sur l'année, donc pour la soutenance et puis par ricochet par l'écrit. Enfin, ça reste un cas assez isolé, hein. Tous les autres binômes ont bien fonctionné. Mais voilà, c'est important de bien choisir son binôme. Oui, tu fais bien d'en parler. Donc, les binômes, ils se forment selon les affinités. Et on n'est pas obligé de former un binôme si jamais on n'en trouve pas. Donc, c'est comme dans la vraie vie. Voilà. Alors, une question de Rémi. Quand le comité d'admission aura-t-il lieu? Donc, il a lieu mi-novembre. Une question de Mehdi. L'évaluation écrite est sous quelle forme? QCM ou autre? Alors ça, Mehdi, c'est quelque chose qui a pas mal évolué au cours du temps. Pour ne rien vous cacher, au début, pour la première promotion en 2009, notre collègue Michel Piermet avait réussi à convaincre pas mal de personnes de suivre la formation, alors que c'était le tout début et qu'il n'y avait pas encore l'accréditation CERA de garantie. Et il avait promis qu'il n'y aurait pas d'examen. Donc, à la fin, il avait bien fallu faire un examen et donc il y avait eu un examen QCM. Donc, du coup, dans la procédure d'examen ensuite a changé avec les exigences du CERA. Et donc maintenant, l'examen il est constitué d'une partie QCM, une partie questions ouvertes
une partie souvent avec un petit exercice et puis une partie avec une étude de cas. Donc, une étude de cas fictive où on vous décrit une situation et une entreprise. Et puis, on vous pose des questions sur souvent l'identification des risques, les stratégies d'atténuation ou de gestion de risque que vous pourriez proposer, et puis les risques résiduels qui restent présents après les contrôles de risque. Voilà, je ne sais pas si, Sophie, tu veux en dire un petit peu plus sur l'examen. Non, très bien. Bah, moi, en tout cas, j'avais bien aimé la forme de l'examen que j'avais eu en 2017, puisqu'il y avait vraiment des questions, donc des questions ouvertes qui étaient assez concrètes et qu'on pouvait retrouver dans la vraie vie, du type comment présenter la méthode de l'air à un conseil d'administration ou ce type de questions. Donc, ça permet vraiment de réfléchir et d'aller au-delà des exercices de maths pure. Oui, donc dans l'examen, il n'y a pas de, si c'était un peu la question en filigrane, il n'y a pas de calcul d'intégrale triple ou de calcul d'Ito ou d'exercice où il faut trouver la mesure stationnaire d'une chaîne de Markov, hein. On n'est pas sur un examen de maths ou d'actuaire, on est vraiment sur un examen ERM où on se pose la question d'identifier les risques, de les mesurer, de communiquer sur les risques de manière claire à un public varié, y compris potentiellement, comme l'a mentionné Sophie, à un conseil d'administration. Alors, je complète ma réponse grâce à Alexandra. Effectivement, pour la question sur le jury d'admission, hein, on a un premier jury mi-novembre et on en a un second en général qui se passe début décembre pour les candidatures tardives. Mais il vaut mieux essayer de déposer votre candidature avant mi-novembre si vous êtes intéressé. Même si vous manque une pièce ou si vous n'êtes pas encore 100% sûr, envoyez quand même votre candidature ou votre intention de candidater mi-novembre de manière à ce que le jury puisse l'étudier à ce moment-là. Alors, ensuite, une question de François. Le début du mémoire, c'est-à-dire la définition du sujet et le début du travail, commence-t-il dès les premiers mois? Donc, excellente question. En fait, ça peut commencer quand on le souhaite. Je laisserai Sophie répondre pour comment ça s'est passé pour elle. En général, on laisse passer quand même 3-4 mois et on commence à réfléchir sur son sujet de mémoire vers mars-avril. Pour avoir commencé déjà à connaître un petit peu les autres personnes dans la promo, avoir commencé à avoir une première vue de l'ERM qui se dessine, puisque pendant les premiers mois, on va avoir un mélange de séances qui vont être des séances d'ERM avancées, mais aussi des séances de rappel et des séances sur les sujets, les prérequis techniques, comme les modèles de corrélation en ERM ou les façons de mesurer le risque. Donc, tout ça l'ERM va se mettre en place petit à petit. Les briques vont commencer à s'assembler au printemps. Et donc, je dirais que c'est au mois de mars-avril qu'on commence à avoir une première idée de problématique qui peut nous intéresser. Et puis, ensuite, cette problématique, elle va s'affiner pour le mois d'avril-mai. Et au mois de mai, avril-mai, il faut avoir une idée du mémoire avec une idée de plan, et puis avoir une idée de plan détaillé pour le mois de juin, et avoir bien avancé ensuite disons, le défrichage du sujet du mémoire avant l'été pour avoir un échange avec le tuteur ou la tutrice mi-juillet avant le départ en vacances. Voilà. Mais si on a déjà un sujet de mémoire en tête, il est possible de nous en parler. Je dis nous, c'est moi en tant que directeur de la formation, mais également Pierre-Aurélie et David Dubois, qui sont les directeurs adjoints de la formation. Donc, vous avez la possibilité de nous en parler, de dire, voilà, j'ai réfléchi, moi, j'envisage de faire mon mémoire sur tel ou tel sujet, et on pourra déjà vous dire, on pense que c'est une bonne idée, ou alors on n'est pas sûr, et vous aider à y réfléchir si vous êtes déjà prêt.
Alors, par rapport, ouais, une question sur les séances, sur les séances du samedi. Donc, effectivement, les séances du jeudi et du vendredi sont 100% en présentiel tant que la Covid nous laisse du répit. Et la séance du samedi matin est 100% en téléprésence. Donc, ça permet de traiter un certain nombre de sujets qui se prêtent bien à la téléprésence avec les séances du samedi matin. Alors, question de Ouna, dans le cadre de la formation ERM, est-ce que vous faites référence également aux pratiques de place basées sur le COSO2, FERMA ou l'AMRAE? Donc, oui, tout à fait, ça fait partie des référentiels qu'on discute. Et ces approches, elles sont un petit peu plus, on va dire, du côté qualitatif, mais on va les aborder de différentes manières. D'abord, dans les séances ERM classiques, en se basant sur le COSO. Et puis, pour ce qui est de FERMA ou de l'AMRAE, on a certains intervenants qui sont associés à ces structures. Je pense par exemple à Brigitte Boucaud ou à notre risk manager du groupe La Poste, qui est très impliqué à l'AMRAE. Donc oui, effectivement, sans rester coincé par ces référentiels, on en parle. Alors, je suis en train de revenir, les questions affluent, on va répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, merci beaucoup pour vos questions. Je vais peut-être revenir à la question de François de tout à l'heure, j'ai oublié de passer la parole à Sophie. Est-ce que tu peux nous dire, Sophie, quand est-ce que tu avais commencé à travailler à ton mémoire et puis comment ça s'était échelonné Oui. tout au long de l'année? J'ai du mal à me rappeler des mois, mais je me souviens qu'en tout cas, assez rapidement, j'avais choisi mon binôme assez rapidement. Voilà, un bon binôme. Et puis, assez rapidement, alors on avait dû laisser passer effectivement peut-être 2 mois, je ne saurais plus le détail. On avait quand même assez rapidement réfléchi à un sujet, commencé à échanger sur ce qui pourrait être intéressant. Et puis après, on avait stabilisé la problématique du sujet et la manière globale de le faire, on va dire le macro-plan, plutôt autour du mois de mai. Enfin, on avait plutôt travaillé en avance de phase. Mais bon, après, ça dépend des binômes. Mais voilà. Ok, merci. Donc, une question de François. Quels sont les horaires des sessions? Donc, les horaires des sessions, c'est de 9 h à midi et de 13 h 30 à 16 h 30 le jeudi et le vendredi, et de 9 h à midi le samedi. Quelle proportion, question de Vincent, quelle proportion des participants est financée par leurs employeurs? Alors ça dépend un petit peu des promotions, mais on a entre 10 et 15% des personnes qui financent leur formation de manière individuelle. Donc la très grande majorité ont leur formation financée par leurs employeurs, mais on a par exemple cette année la déléguée de promo. C'est un peu comme en classe, il y a une déléguée de promo qui a fait un petit emprunt pour financer elle-même sa formation. Et donc, évidemment, il y a la possibilité d'utiliser le CPF. Alors peut-être, Sophie, est-ce que tu peux, une question, le temps de voir si d'autres questions arrivent. Est-ce que tu peux expliquer un peu à toi, finalement, est-ce qu'il y a eu des situations récemment où tu t'es dit, bah, tiens, la formation ERM, elle m'a bien servi sur ce coup-là. Il y a eu une situation ou deux où j'étais bien contente d'avoir suivi la formation. Alors, c'est vrai que moi, je travaille, je suis sur un poste qui est pas très proche de tout ce qui est risque. Mais là où j'ai vraiment ressenti l'intérêt de la formation, c'était justement sur la gestion de cette crise sanitaire que je décrivais tout à l'heure, où du coup, en tant que directrice de la performance, j'ai beaucoup participé à cette démarche
d'identification des risques, de gestion des risques, de suivi du risque, et de pouvoir mettre en place une approche structurée sous notre impulsion pour s'assurer qu'on arrive au mieux à gérer cette crise. Et après, le RM, ça peut être, je dirais que quotidiennement, en fait, c'est utile, même dans la gestion managériale, si on élargit, en fait, l'approche d'identifier des risques, d'évaluer des risques, de savoir les gérer, c'est des éléments qu'on étudie quotidiennement. Et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à... comment dire, je ressens que c'est quelque chose qui est utile et que j'emploie quotidiennement, mais sans forcément savoir le rationaliser. C'est aussi le fait de gagner beaucoup en maturité avec cette formation, de gagner en vision globale, et ce qui permet de savoir, je pense, mieux gérer un certain nombre de situations. Voilà. Ok, merci. Alors, une question d'Alexandra qui dit quels sont les liens avec les anciens? Alors, les liens avec les anciens, ils sont assurés, entre autres, ça commence finalement souvent avant la formation, puisque souvent on connaît la formation par le bouche à oreille. Et puis, ça se poursuit pendant la formation, avec notamment la journée du club ERM et la journée de Deauville, où on retrouve beaucoup d'anciens traditionnellement. Et puis ensuite, après la formation également, puisque en général, les promos sont assez soudés et les liens perdurent. Donc, je ne sais pas, Sophie, si tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, effectivement, les liens perdurent après. Alors, nous, c'était plutôt, pendant quelques mois avec toute la formation, et puis après, c'était plutôt par petits groupes, selon affinité, mais je suis toujours très en contact avec notamment 3 personnes de la formation. OK. Vous avez encore la possibilité de poser quelques questions si vous le souhaitez. Peut-être juste un point, Stéphane, que je voulais ajouter aussi, c'est que suite à la formation, on est plusieurs de la promo à avoir eu je pense, des belles opportunités professionnelles. Donc, à peu près au bout d'un an, on est plusieurs à avoir évolué vers des postes avec du management, des postes de direction. Et donc, je pense que, alors, je ne dis pas que c'est la formation qui a été 100% la cause de ce type d'évolution, mais je pense que ça peut aider aussi à évoluer dans sa carrière et à accéder à des postes avec de plus larges responsabilités, que ce soit au sein d'équipes risques ou plus largement au sein de l'actuariat. Alors, il y a une question de Vincent. Quelle est l'expérience professionnelle moyenne des participants? Je dirais 10-12 ans. Mais là encore, il y a des personnes qui ont 5-6 ans d'expérience et puis des personnes qui ont 25-30 ans. Donc, c'est vraiment une moyenne. On ne peut pas juste raisonner sur la moyenne. Il y a un écart type assez important également. Et l'âge moyen, me dit Alexandra, est de 38 ans. Alors, question de Ouna, est-ce que la validation de cette formation a une valeur permanente? Alors là, c'est une très bonne question pour un sujet de RM. C'est qu'est-ce qui pourrait faire que la valeur de la formation finalement se perde au cours du temps? Donc, est-ce que la validation de cette formation a une valeur permanente? Donc, a priori, oui, puisque chaque année, il y a un audit qui est réalisé par le CERA. Et donc, tant que le CERA valide notre processus, eh bien, ça nous garantit que les diplômés, à la fin, pourront obtenir le titre CERA. Donc, oui, de mon point de vue, ça a une valeur permanente. Il n'y a pas de point PPC, tout ça en plus à accumuler. Oui, tu fais bien de le mentionner, Sophie. Il y a effectivement un petit détail. C'est que certes, la formation est bien accréditée CERA de manière normalement permanente, en tout cas pour la promo qui va commencer en 2021. Certes, la formation est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences, mais de plus, pour continuer à conserver l'accréditation CERA, il faut qu'une partie des points PPC
pour les actuaires qui suivent la formation soit dédié à l'ERM. Alors, dédié à l'ERM au sens large, hein. Donc, il y a plein d'opportunités d'acquérir ces points PPC. Il suffit, par exemple, de suivre, participer à la journée de formation, enfin, à la journée du club ERM une fois par an, et le tour est presque joué. Alors, Brigitte, je crois que vous aviez une question. Voilà, alors question de Brigitte. Y a-t-il une date butoir pour valider sa formation si dans l'année de formation, on n'arrive pas à valider sa certification? Alors, donc, en fait, chaque promotion commence en janvier et termine sa formation en novembre avec l'examen. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à valider l'examen, ça peut être effectivement parce que vous n'avez pas le temps de faire le mémoire. Il est possible de refaire le mémoire l'année d'après. C'est déjà arrivé qu'une personne réussisse l'examen écrit, mais ne valide pas le mémoire. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut donner la possibilité. Ça dépend évidemment des résultats, ça dépend du jury. Mais s'il y a de bonnes raisons, le jury peut donner la possibilité de présenter le mémoire l'année d'après. Et ça arrive aussi régulièrement pour des problèmes personnels où les personnes disent, bah voilà, cette année, finalement, j'ai eu une promotion où j'ai un enfant qui était malade, je souhaite repousser ma formation d'un an. Bah, évidemment, on étudie tout ce qu'on peut faire pour essayer, dans la limite du raisonnable, je parle sous le contrôle d'Alexandra, dans la limite du raisonnable, on essaye de rendre possible ces aménagements. Mais par contre, il est bien évident qu'on ne peut pas rester 5-6 années comme ça dans le flou. Donc, c'est quelque chose qui va se jouer peut-être sur une deuxième année, mais pas sur 5 ans. OK, on a éventuellement le temps pour une dernière question, si jamais il y en a. On arrive au terme de ce webinaire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier beaucoup pour votre participation. On a eu de nombreuses questions cette année, donc c'est toujours un plaisir. Comme le dit Alexandra, l'adresse de contact vous est donnée dans le chat et sur le slide. Je remercie chaleureusement Sophie et Alexandra. Et puis, j'espère vous voir très bientôt, en début janvier, dans le cadre de cette formation qui nous tient tous à cœur et qui, de mon point de vue, est vraiment passionnante et qui devrait pouvoir vous apporter beaucoup. Voilà, bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Wesh.